Bonjour Laurent Delmas. Bonjour Aurélie, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une masterclass sur un film qu'on aime beaucoup, nous ici, puisqu'on avait reçu Pierre Richard il y a très longtemps, enfin pas très longtemps, mais pour 3 jours avec Pierre Richard. C'était un bonheur de l'avoir avec nous. Et là, aujourd'hui, vous allez nous parler du Jouet de Francis Weber avec Pierre Richard. Et voilà, pardon, j'ai oublié quand même de vous présenter. Vous êtes critique cinéma sur France Inter, vous êtes directeur de l'ouvrage L'histoire du cinéma chez Larousse et vous avez publié dernièrement Depardieu hors norme chez Larousse également. Merci d'être avec nous aujourd'hui et donc je vous laisse la parole. Mais je suis ravi d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui d'un film un peu particulier dans le paysage de la comédie française qui s'appelle Le Jouet, oui, écrit et réalisé par Francis Weber, selon l'expression consacrée, et qui est sorti sur les écrans en 1976. Alors, la date dans la vie, dans la carrière professionnelle de Francis Weber est importante parce que c'est la première fois qu'il réalise un film. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille pour et dans le cinéma français, mais c'est la première fois qu'il va réaliser un film après avoir été d'abord un auteur de théâtre très remarqué, et puis à partir de 1972, c'est-à-dire 4 ans auparavant, un scénariste de cinéma très très remarqué également, les audiences du cinéma étant évidemment toujours plus fortes que le théâtre, donc ça a accru considérablement sa notoriété, et le film qu'il a donc propulsé au devant de la scène, c'est son premier scénario, ou son second scénario qui vraiment a réellement marché, et qui était en fait celui du film réalisé ensuite par Yves Robert, Le Grand Blond, avec une chaussure noire, méga succès du cinéma grand public français des années 70, et qui fait donc émerger un certain nombre de gens encore plus. Bon, Yves Robert est installé, mais ce n'est pas le cas de Francis Weber. Et puis, c'est la rencontre pour Francis Weber avec à la fois un personnage et son acteur qui va se révéler extrêmement importante et qui va surtout se révéler fructueuse, parce que ce n'est pas la dernière fois que les deux hommes vont travailler ensemble. Pierre Richard, Francis Weber, ce deviendra un grand tandem du cinéma français des années 70 et 80. Et c'est la première fois que Francis Weber, pardonnez-moi, crée le personnage de François Perrin, qui est avec Pinon l'un des personnages, les deux personnages récurrents de son cinéma, qu'on verra prendre des aspects différents, mais c'est un nom, François Perrin, qui reviendra très très régulièrement dans la filmographie de Francis Weber. Ce sera pour Weber ce Jouet, pardonnez-moi, le premier d'une filmographie comme réalisateur, uniquement comme auteur et réalisateur, de 12 films au total, avec évidemment quelques noyaux durs, si je puis dire, notamment la trilogie qui mettra en scène Pierre Richard, toujours face à Gérard Depardieu. Alors, pour mémoire, La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, 3 énormes succès au box-office, l'invention d'un duo comique peut-être un peu improbable au départ, mais qui fonctionne évidemment très 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 bien grâce à l'écriture de Weber. Et puis il y aura évidemment des succès aussi importants que Le Dîner de Cons cette fois avec Jacques Villeray, d'autres films comme Le Placard avec Daniel Auteuil, et à ce jour, le dernier film en date, c'est la version cinéma de Lamberteur. Voilà. Donc, c'est évidemment une filmographie relativement riche, surtout pour quelqu'un qui a démarré comme scénariste. C'est pas toujours évident de franchir, on verra, c'est pas toujours évident de franchir le pas, mais le Jouet marque l'entrée dans la carrière de Francis Weber, et une entrée vraiment tout à fait singulière avec, comme vous l'avez vu, un sujet quand même qui dépasse finalement le simple argument d'une comédie familiale ou un peu gentille. C'est vraiment pas le cas. Alors c'est intéressant souvent de connaître la genèse d'un film, ou
où dans la tête de l'auteur, il faut remonter pour en trouver la première expression. C'est Francis Weber, évidemment, parce que c'est lui qui était concerné, qui a raconté cette naissance, si je puis dire. Il a à l'époque 21 ans. Il travaille, après avoir fait son service militaire en Algérie, il est revenu un peu pistonné, dit-il, travailler à Paris dans le cadre de ce service national qui était à l'époque très très long, et il se retrouve bombardé, reporter au journal Bled. Le journal Bled, comme son nom l'indique, c'est le journal de l'armée d'Algérie. Donc il est reporter dans cette rédaction, composée d'ailleurs d'un certain nombre de gens dont on entendra ensuite parler, comme notamment Philippe Labro, qui sera l'un des piliers de cette rédaction, et que Francis Weber donc découvrira, ainsi que le futur publicitaire Jacques Séguéla. Voilà, c'est dire si cette rédaction est très chic, même si ce sont des jeunes hommes peu aguerris dans le reportage et dans le journalisme, mais qui évidemment font ici leurs premières armes. Et alors un jour, le rédacteur en chef de Bled demande à Francis Weber d'aller faire un reportage sur les jouets, sur le commerce des jouets, singulièrement dans un grand magasin parisien. Francis Weber y va avec un photographe, et pour illustrer évidemment cet article, il décide de rentrer dans une des vitrines du magasin, une des vitrines qui donne sur l'extérieur, comme souvent ces grands magasins, au moment des fêtes, font des vitrines spéciales pour les jouets. Il rentre dans une de ces vitrines et il organise un peu les choses à destination de son photographe, pour faire en sorte que son photographe puisse prendre une belle photo de cette belle vitrine avec plein de jouets qui illustrera à merveille son article. Donc, Weber est en train de changer un peu les choses, de mettre en avant certains jouets, et là, son regard, c'est lui qui le raconte, son regard s'est littéralement figé parce qu'il a vu un petit garçon le regarder, raconte-t-il, avec convoitise et avidité. Il ne regardait pas les jouets, il regardait Weber. Et là, Weber s'est dit, mais enfin, si ce petit garçon est le fils d'un millionnaire, et si tout d'un coup, il se mettait en tête de demander à son père de m'acheter, moi, le grand jouet vivant de la vitrine. Voilà. Évidemment, l'histoire n'est pas allée au-delà, mais ça, et on peut le comprendre, profondément marqué Francis Weber d'avoir eu cette pensée, il faut le dire, bon, assez dérangeante, bien évidemment, d'un achat humain par un autre humain, mais dans un contexte qui n'est pas celui de l'esclavage, qui n'est pas celui du XVIIIe siècle, etc., ou des choses même plus tardives, mais dans des endroits un peu moins civilisés, on va dire, que l'Europe dans laquelle vit à ce moment-là Weber. Donc c'est quand même une pensée tout à fait sidérante, mais c'est le regard de l'enfant qui l'a généré dans la tête de Weber. Et évidemment, comme il le dit, j'aurais quand même pas imaginé pouvoir faire un film 20, 30 ans plus tard avec cette peur, car vraiment, Weber le dit, il a eu peur. Alors, je dirais que c'est tout à fait indéniable ce sentiment, parce que alors il est journaliste, donc il a quand même une petite appétence déjà, voire une grande pour l'écriture, mais il va en faire une nouvelle de ce moment de sa vie, si je puis dire, de cette rencontre improbable, de cette peur qu'il a eue. Il va en faire une nouvelle. Il va d'abord la proposer au mensuel masculin, lui, qui lui dit que ce n'est pas tout à fait dans sa tonalité, donc il refuse la nouvelle, mais il va réussir à la vendre au journal du dimanche. Et Weber raconte d'ailleurs avec la malice qu'on lui connaît qu'il a été tout à fait surpris, étonné d'être rémunéré, et c'est-à-dire qu'il a pour la première fois touché de l'argent pour ceux qui l'écrivaient, et évidemment ça c'est une date importante pour lui, tant la plume va devenir son gagne-pain, et quel gagne-pain avec les succès que
que l'on connaît. Donc, il reçoit là, a-t-il raconté, son premier chèque d'auteur et le sentiment qu'il pouvait gagner sa vie, en tout cas gagner de l'argent avec sa plume. Et invité au Festival de Cannes, ou plutôt travaillant au Festival de Cannes comme journaliste, il se trouve qu'il est à un moment à la table du réalisateur britannique Terence Young. Terence Young, c'est à l'époque, c'est pas n'importe qui, parce qu'il a tourné notamment des James Bond, 3 James Bond au total, seront réalisés par Young, et donc c'est quelqu'un d'important. Et au fil de la conversation, Weber, ma foi, lui raconte cette anecdote, développe sa nouvelle en quelque sorte, et avec le discours très clair de lui dire ah, je crois que j'ai quand même là une idée de cinéma. Et au moment où Francis Weber lui raconte le regard de ce petit garçon et l'idée qu'il s'en est fait, Terence Young le coupe et il dit ah là, stop, là, c'est fini, votre anecdote s'arrête là parce que il vous faudrait tenir au cinéma 1h30 et vous n'avez pas de quoi. Voilà. Donc, le grand Terence Young aurait pu couper l'herbe sous le pied du jeune débutant Francis Weber, mais lui, au contraire, galvanisé par cette idée que non, justement, c'est pas le moment où le jouet est déterminé comme joué par le petit garçon que le film s'achève. Au contraire, c'est comme ça qu'il commence, c'est comme ça qu'il commencera, et que c'est une situation de départ et pas un point d'arrivée. Donc Weber va croire vraiment en cette situation, croire à son histoire, croire en ce moment assez incroyable, suffisant en tous les cas pour effectivement progressivement dans son esprit passer de l'anecdote à la nouvelle, au scénario. C'est une assez belle histoire de la façon dont les scénaristes sont forcément des éponges sur la vie quotidienne, sur la vie courante, et qu'ils nourrissent leur écriture de ces expériences. Michel Audiard, avec peut-être un peu d'exagération, disait par exemple combien il devait aux chauffeurs de taxi parisiens pour leur dialogue, leurs répliques, leurs inventions verbales, etc. Bon. Ce ne sont pas des scénaristes, évidemment, des photocopieurs, ça serait vraiment injuste, mais simplement reconnaissons effectivement que la vie est pleine d'inventions, parfois pleine de poésie, parfois pleine de gouffres, comme c'est le cas ce jour-là avec ce petit garçon qui a jeté son regard à Francis Weber. Et c'est d'ailleurs ce qui va poser problème dans un premier temps pour le passage, en quelque sorte, à l'écriture réelle d'un scénario, pour la vente de ce scénario, c'est que l'histoire, le sujet sont quand même tenus pour assez scabreux, notamment par les financiers habituels du cinéma, qui ne croient guère à cette possibilité de raconter cette histoire qui pourrait faire un drame et de la raconter sur le mode comique, de la raconter dans un cadre de comédie, avec notamment un Pierre Richard déjà pressenti par Francis Weber et qui fait partie du lot, c'est-à-dire on dit voilà, le jouet ce sera Pierre Richard. Bon. Et les producteurs de l'époque, les producteurs contactés potentiels, sont assez réticents sur cette façon sur cette histoire et sur la possibilité de la mettre en image et surtout de susciter l'intérêt du public. Alors Pierre Richard va faire quelque chose qu'un petit nombre d'acteurs ont toujours fait dans la vie du cinéma, c'est de dire, bon, lui croyant énormément à cette histoire, lui se voyant dans le rôle du jouet, on peut comprendre que pour un acteur, c'est un sacré challenge de tout d'un coup se transformer en jouet grandeur nature, pour un acteur qui a la vis comica, comme on dit, c'est-à-dire qui a comme ça le sens du comique dans la peau, dans le sang, et qui a envie manifestement, effectivement, d'incarner ce jouet. Alors il va le faire, il va rentrer, comme on dit, dans la production, il va rentrer à 50% dans la production du film, et l'autre part étant majoritairement prise par Claude Berry, qui lui croit, le producteur Claude Berry, qui lui croit tout à fait au film, et qui donc va, l'alliance des deux, Berry plus Richard, va permettre effectivement le montage financier du film.
Alors, on a peut-être moins le réflexe de le faire dans la comédie que dans le drame ou que dans Intimiste ou que dans d'autres sujets ou d'autres scénarios plus graves, mais Weber n'a jamais caché la part d'autobiographie qu'il y a dans le film, d'une part avec cette anecdote, mais bon, là, ce n'est pas une notation intime, ça lui est arrivé, si je puis dire, dans la rue, cette rencontre avec ce gamin, etc. Bon. Mais il y a quand même autre chose qui effectivement éclaire le film et une fois de plus le fait non pas basculer, mais fait que le poids d'une certaine gravité est toujours là durant la totalité du film. Et c'est ça qui en fait son poids, et c'est ça qui en fait son prix, et c'est ça qui en fait son très grand intérêt. C'est que pour, euh, euh, pour Weber, c'est aussi un film sur la paternité. C'est aussi, et je crois que ça tient, cette vision des choses tient parfaitement la route, c'est au fond le récit d'un enfant qui choisit son père. Comme l'indique l'image finale du film, où effectivement le petit garçon, Eric, s'échappe de la voiture de l'immense limousine paternelle et va dans les bras de Pierre Richard, et c'est alors qu'il a déjà été repris une fois par son père, c'est donc là clairement effectivement de sa part un choix, et ce choix-là, il est évidemment, c'est pas une image neutre, et c'est d'autant moins une image neutre, pardonnez-moi, que, et c'est Francis Weber qui l'a dit, donc on est autorisé à en parler, c'est que il a eu des relations difficiles, voire inexistantes d'ailleurs, avec son père, et que donc il y a quelque part dans cette histoire une forme de revanche et de recherche et de trouvaille en quelque sorte d'une autre paternité. C'est un sujet, la relation d'ailleurs entre père-fils qui sera présent dans d'autres films de Francis Weber, et notamment dans la trilogie de Pardieu Richard, mais c'est une thématique dont on voit bien qu'elle est un peu souterraine, un peu sous-jacente, pas permanente, mais dans sa filmographie, mais qu'elle est là, et qui est, alors évidemment, très très lourde, et qui pourrait générer des drames, et qui pourrait générer des films, on en connaît, sur des fils ou des filles en manque de père, de mère, de parents, en manque d'amour maternel, d'amour paternel, et qui font des films là-dessus, et quasiment uniquement là-dessus. Là, on voit bien que le propos de Weber, c'est d'abord de faire rire, et c'est une fois de plus la marque du film, c'est de faire rire à la fois avec des choses graves, et surtout de laisser souterrainement un autre film progresser presque à la même vitesse que le film comique lui-même, et que de donner à l'arrivée cet objet très étrange qui est composé de choses qui théoriquement ne devraient pas cohabiter ensemble, alors qu'elles cohabitent parfaitement dans le film de Francis Weber. Si je disais dans le film de Pierre Richard, c'est que c'est quelque part aussi un film de Pierre Richard, et que lui-même, Pierre Richard, a eu aussi à souffrir, je disais, ça n'était pas l'enfer pour autant, mais d'un père défaillant. Donc, vous voyez en quoi un film peut toujours générer chez ses auteurs, et on peut considérer que Pierre Richard est un des auteurs du film, au sens où la force comique est suffisante, et son investissement dans le film est suffisant. Donc, le poids de la vie intime, de la biographie, de l'autobiographie, y compris pour cet acteur qui est Pierre Richard. Alors, puisqu'on en est à ce moment sur les acteurs, disons quand même un petit mot aussi de Michel Bouquet, qui est évidemment, alors, dont la place, l'histoire dans le cinéma français est tout à fait différente. Quand on songe à la comédie, au gag, au burlesque, c'est pas un nom qui vient en premier, bien évidemment. Michel Bouquet, c'est dans l'imaginaire des spectateurs plutôt lié à des polars noirs de Chabrol ou de Truffaut, par exemple, et puis une carrière sur scène, et puis bref, un acteur qui incarne plutôt le drame et la tragédie que les gags et le ressort comique. Or, évidemment, la grande intelligence de Francis Weber, c'est
constitution du couple, hein, qui est un couple de clowns, qui est le couple traditionnel du clown de cirque. Et l'attelage avec Pierre Richard va d'autant plus marcher que Bouquet est tout à fait persuadé des qualités de Francis Weber comme auteur de comédie et qu'il est tout à fait persuadé que c'est à Je t'entends plus. Je t'entends plus. Ça a coupé. Tu disais, je reste tout à fait persuadée que… Ouais. Voilà. Mais je disais, moi, bon, je vais reprendre, c'est pas, tu couperas. Il est bien évident que pour Michel Bouquet, le grand auteur de comédie de l'époque, hein, il l'a dit comme ça, c'est Francis Weber. Et au fond, il est persuadé que c'est au metteur en scène, c'est à Weber, c'est au scénariste puis au metteur en scène, au fond de savoir représenter ce couple à l'écran, ce couple très particulier, d'un clown qui fait le clown et d'un clown qui ne fait pas rire, sauf dans sa confrontation avec l'autre clown. Et cet équilibre-là entre les deux, qui est un équilibre très, très fin, très subtil, évidemment, qui demande beaucoup de doigté, eh bien, Michel Bouquet le tient en main, en quelque sorte, grâce, dit-il, à la rigueur extrême à la fois de l'écriture et puis aussi de la direction d'acteur de Francis Weber. Alors, justement, sur cette question de direction d'acteur, il y a une petite chose sur laquelle il faut quand même insister, c'est que dans un premier temps, Francis Weber est allé voir Claude Berry en lui disant « J'ai un scénario, il va falloir trouver un réalisateur », comme ça avait été le cas avec, par exemple, Yves Robert pour Le Grand Blond. Et c'est Claude Berry qui va dire à Francis Weber « Mais tu n'as qu'à le faire, tu n'as qu'à le réaliser, ton scénario, c'est ton histoire, c'est toi, il faut que tu le réalises. » Weber, un peu éberlué, dit « Mais moi, j'y connais rien en cinéma, en mise en scène. » Bon, et à quoi Claude Berry lui répond « On va t'adjoindre un assistant technique de premier plan et qui te permettra de réaliser le film comme n'importe qui, et donc d'assurer ce travail. » Weber accepte quelque part en disant certainement que après tout, c'est intéressant, c'est une expérience intéressante et que ça lui permettra d'aller jusqu'au bout de son travail d'auteur. Et donc, Claude Berry lui affecte quelqu'un qui s'appelle Marco Picot, qui est effectivement quelqu'un de très aguerri dans le métier d'assistanat de la réalisation. Et comme le racontera Pierre Richard, là aussi, c'est un tandem, un duo un peu improbable, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une sorte de dandy très bien habillé, toujours tiré à quatre épingles, avec un ton de voix comme ça, qui est Francis Weber. Hein, et puis en face de lui, une sorte de baba cool, post-68 art, mal fringué, un peu comme ça, qui sort dans les dîners en ville, un peu fagoté n'importe comment, enfin bref, qui est l'antithèse de Francis Weber. Mais dans un premier temps, c'est-à-dire dans le temps de la préparation du film, le tandem va fonctionner. Pierre Richard racontant que les deux hommes vont dîner le soir ensemble, etc. Donc s'entendent un peu comme la rose en foire et que le duo fabriqué en quelque sorte par Claude Berry semble fonctionner. Et je dis bien semble parce que ce qui va arriver, c'est-à-dire l'épreuve du tournage va faire exploser totalement l'improbable duo parce que au bout d'un moment, ma foi, Francis Weber va être assez lassé du mépris qu'affiche assez sans trop le cacher, le mépris qu'affiche Picot à son égard, donnant à Francis Weber une part très très marginale dans la réalisation. Il doit se passer ce qui se passe, évidemment. Au bout d'un moment, Francis Weber n'accepte plus cette situation et va donc demander à ce que Picot quitte le film. Donc, très rapidement, le film va être un film entièrement réalisé et dirigé par Francis Weber, qui ne cache pas, même bien des années après,
toute la difficulté que ça a été pour lui de découvrir comme ça ce métier sur le tas. Et autant il était à l'aise avec la direction d'acteurs, puisqu'il s'agissait au fond de leur faire dire, jouer, interpréter, incarner les situations que lui-même avait écrites dans son scénario, autant évidemment le cadrage, où mettre la caméra, les gros plans, etc., sont pour lui une grammaire qu'il n'a pas, même si on écrit pour les images quand on est scénariste, mais il y a toujours évidemment loin de la coupe aux lèvres et que il y a un moment où il va falloir qu'il se coltine quelque chose avec ses images, avec surtout ses impératifs techniques. Il le fera sur le jouet et ça sera en quelque sorte son épreuve du feu. Weber se retrouvant donc seul sur le plateau de tournage. On n'a pas évoqué non plus dans les préalables du film cette étape évidemment assez importante qui est de trouver, outre alors les deux clowns, il faut aussi trouver le troisième terme du trio, puisque là c'est un trio, en l'occurrence le petit garçon. On imagine bien le casse-tête que cela a été, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très présent et qu'il faut qu'il soit à la fois crédible, très énervant dans un premier temps, on a vraiment envie de le gifler, et puis de plus en plus charmant, enfin de plus en plus, en tous les cas, on sent les failles, on les comprend parce que le scénario nous apprend des choses sur ce petit garçon, sur sa vie. En même temps, bon, c'est une vie dorée, mais qui, psychologiquement, peut avoir effectivement des séquelles sur lui, manifestement, en termes d'affection, etc. Bon, donc, d'une attitude assez lointaine que nous avons face à ce petit garçon, progressivement, on s'en rapproche et il y a une empathie naît. C'est exactement, d'ailleurs, évidemment, le même cheminement que fait Pierre Richard dans le film, et nous sommes, de ce point de vue-là, tout à fait en conformité avec lui sur le détachement, attachement qui va le gagner à l'égard du petit garçon. Donc ce Fabrice Gréco qui incarne ce petit garçon, ben, c'est au bout d'un très très long casting de 2 mois où 500 petits garçons ont défilé pour interpréter le rôle du petit Rambal Cochet. Il le décroche en ayant été, on peut le dire, parce que c'est un nom décidément qui compte beaucoup dans le cinéma français en termes de casting, en ayant été découvert par Dominique Besnéard, dont Francis Weber raconte malicieusement qu'il a donc fait les sorties des écoles parisiennes pendant des semaines et des semaines pour trouver ce petit garçon. Alors, un dernier mot sur les conditions techniques, la préparation, le tournage, pour dire que le tournage du film a été, selon l'aveu même de Francis Weber, très confortable, au sens où, comme il le dit lui-même, à partir du moment où Claude Berry avait décidé de faire un film, avait décidé et surtout de confier les rênes du tournage à un jeune réalisateur, c'était le cas de Francis Weber, un réalisateur absolument débutant, scénariste aguerri mais réalisateur débutant, eh bien le film se fait dans un confort financier tout à fait appréciable, et c'est le metteur en scène lui-même qui le dit, ce qui authentifie le propos, bien évidemment, quand on sait les relations parfois tendues qui existent entre les producteurs et les réalisateurs. Alors, parlons maintenant du film proprement dit, de cette histoire assez incroyable qu'il nous raconte. Je crois qu'il faut bien voir le film comme un film sur l'humiliation. C'est vraiment le ressort, le sujet principal du film, que cette humiliation. C'est un mot très fort, c'est un mot qui n'appartient pas au registre habituel de la comédie, bien évidemment, mais c'est un film, c'est un terme qui est en parfaite adéquation avec ce qui se passe. Et d'ailleurs, peut-être de ce point de vue-là, le cœur battant du film, c'est cette formule assez incroyable, prononcée, vous vous en souvenez, par Michel Bouquet face à son rédacteur en chef, joué par Jacques François, merveilleusement bien joué par Jacques François, et qui, après que Bouquet lui ait demandé de se déshabiller et d'aller faire le tour de la rédaction nu parce qu'il venait de vendre à son patron directeur de journal un sujet sur le naturisme,
en lui disant qu'il trouvait ça assez drôle. Donc Ramballe-Cochet le met en quelque sorte au pied du mur, lui demande de se déshabiller, et Jacques-François son personnage commence à s'exécuter. Et à ce moment-là, au moment où il a baissé son pantalon, Michel Bouquet, Ramballe-Cochet, a cette phrase: « Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande de baisser votre pantalon, ou vous qui acceptez de montrer votre derrière en public ?» Bon, ça c'est évidemment une phrase clé du film qui a été ciselée ô combien par Francis Weber, parce qu'effectivement, elle se passe bien dans un contexte de parfaite humiliation, où Ramballe-Cochet n'hésite pas à humilier son subordonné, mais en se défendant, en quelque sorte, avec cette formule, avec ce questionnement-là, qui est réel, qu'on peut effectivement se poser, et c'est-à-dire en se dédouanant du statut de monstre, et en disant, mais après tout, est-ce que le monstre, ce n'est pas celui qui exécute la monstruosité, par définition, celui qui se coule aussi facilement dans des habits monstrueux, ou dans un dénudement monstrueux, pour le coup, qu'on lui propose. Or, l'humiliation, elle est aussi dans cette double question que pose évidemment Ramballe-Cochet. Parce que lui seul peut poser cette question-là, puisqu'il est toujours en situation d'humiliation des gens qu'il a en face de lui. Donc, évidemment que la question posée par lui est encore plus insoutenable, parce que c'est une question dont il a lui-même la réponse, dans la mesure où c'est précisément l'humiliation qui est au centre de son propos, et qu'il est jusqu'au bout, et toujours le maître du jeu, jusqu'au bout, presque, jusqu'à l'avant-dernière image, on va dire, qu'il est toujours le maître du jeu, qu'il décide de tout, y compris par exemple de virer un employé parce qu'il a les mains moites, scène précédente dans le film. Donc, jusqu'où aller, semble-t-il dire, mais lui va toujours jusqu'au bout. Et donc, la question, effectivement, posée, c'est jusqu'où vont aller les autres. On voit bien que ce questionnement-là, qui nous interpelle tous, que je crois qu'on peut, et c'est pour ça que le film marche bien dans nos têtes, c'est parce qu'on peut se reconnaître dans ce genre de questionnement, ô combien, eh bien, cette interpellation, elle est finalement assez peu monnaie courante à ce niveau-là, dans un film qui se veut d'abord une comédie, un film comique, avec un acteur référencé comique, qui vient de triompher dans des films comiques, Pierre Richard. Et donc, une fois de plus, on est surpris, mais heureusement surpris, de trouver un tel questionnement dans un film qui a toutes les apparences, et qu'il est en partie également un film de pur divertissement. Et parce que, comme le dit très bien Michel Bouquet, comme il le disait lui-même dans une interview après la sortie du film, tout est tragique dans ce film. Si l'on y réfléchit bien, tout est tragique. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'humiliation, il y a le chômage qui menace tout le monde, la façon dont un père n'a pas de relation avec son fils, la façon dont un fils souffre de l'absence de relation avec son père, avec sa mère, etc., la façon dont cet industriel se comporte avec les gens, avec y compris sa nouvelle épouse. Enfin, tout est tragique. Tout est vraiment, à bien y réfléchir, absolument accablant, en quelque sorte. Et c'est précisément là où opère, en quelque sorte, j'allais dire la magie, en tous les cas, le savoir-faire de Francis Weber, c'est que ce tragique-là opère littéralement dans une veine et un registre comique. Et ça marche, et ça fonctionne. L'imbrication des deux, effectivement, est opérante, et ça, une fois de plus, ça n'est que par la grâce de Francis Weber. Les choses sont données quasiment d'entrée de jeu, hein. La scène dans le grand magasin, la scène originelle, en quelque sorte, elle charrie en permanence ces deux registres-là,
avec notamment la première rencontre avec cet Indien, transporté en avion, comme on transporterait un rhinocéros ou un éléphant pour le mettre au centre du magasin. À bien y réfléchir, cette situation est absolument tragique et abominable. La façon dont Perrin se comporte à l'égard de l'Indien, notamment, cette espèce de bonne conscience qu'il veut afficher, lui, l'occidental de gauche, par rapport à l'Indien opprimé, etc., devient tout à fait ridicule, comique, voilà. Donc, en permanence, Weber joue sur ces deux registres-là et tient la note, et c'est toute la difficulté, c'est ce qui fait d'ailleurs le fait que le film est quand même un film à part un peu dans la filmographie de Weber, qui n'atteindra plus jamais ce registre-là, à part peut-être dans un autre film, mais qu'on peut juger moins réussi, qui s'appelle Le Placard avec Daniel Auteuil, et qui est un film clairement sur l'outing et sur la révélation de l'homosexualité. Donc sujet grave, évidemment, sujet tragique, sujet comme ça, qui interpelle comme le fait le jouet, mais disons peut-être à ce moment-là, pour des raisons qui lui incombe, peut-être que Weber n'a pas réussi à exactement mélanger avec autant d'acuité les deux registres. Il faut quand même bien se remettre aussi en situation. Le film date de 1976 et c'est le début d'une crise économique très grave. C'est le début du moment où la France va rentrer dans une période de chômage de masse, alors qu'elle ne connaissait pas le chômage jusqu'à présent, ou quasiment pas. Et le film fait écho à cette situation-là. Le film dit que justement, l'une des réponses à cette humiliation, l'une des réponses à la fameuse question de Michel Bouquet, ce serait de dire, ben oui, mais on est capable d'aller très loin pour avoir un salaire, on est capable d'aller très loin pour ne pas être au chômage, on est capable d'aller très loin pour bizarrement perdre sa dignité d'un côté, la garder de l'autre, car nos sociétés font que celui qui n'a pas de travail, au regard des autres, au regard de la société, perd une partie de sa dignité. Donc c'est ça tout le questionnement tragique effectivement du film, et il faut bien se remettre dans l'époque pour dire que les spectateurs recevaient cela, je dirais, de plein fouet. Je pense qu'on n'est pas sorti loin de là de ces incertitudes, et que le film résonne tout autant en nous sur ces sujets-là, la précarité, le chômage, ô combien, mais véritablement, il faut dire que c'était la même chose à l'époque. Et alors, phénomène, je dirais, cerise sur le gâteau, en quelque sorte, il faut là aussi se remettre dans le contexte de l'époque. On pourrait croire que le personnage de Rambal Cochet, donc joué par Michel Bouquet, est né de l'imagination délirante de Francis Weber. On pourrait reprocher à Francis Weber de manier l'outrance dans la description, le portrait qu'il fait de cet industriel monstrueux quelque part. Or, à l'époque, ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour les spectateurs de l'époque, et ça a un peu fait scandale. Rambal Cochet, c'est quelqu'un dans la vraie vie qui s'appelle Marcel Dassault, capitaine d'industrie avec une vie incroyable, revenu des camps, qui monte une industrie aéronautique qui va être l'un des fleurons industriels de la France du siècle passé. Enfin, qui a un destin sidérant et qui effectivement va se payer un journal, un hebdomadaire, mais comme on se paye une automobile, et il va s'en enticher, et il va effectivement être très très près de ce Jour de France, tel était le nom du journal, qui va être en quelque sorte plutôt un journal des bonnes nouvelles, hein, des people et des bonnes nouvelles, des cours royales, etc., qu'on trouvera souvent dans la salle d'attente des coiffeurs ou des dentistes, et qui sera un journal dont moins qu'on peut dire, c'est qu'il ne fait pas l'apologie du journalisme d'enquête, parce que effectivement, Dassault le prend d'abord comme un journal reflet de ses propres activités, et puis, une fois de plus, un journal qui traque la bonne nouvelle et non pas trop le sensationnel. Alors, ça, c'est une chose, mais on peut dire, oui, mais alors quand même,
les, les, les exemples, en quelque sorte, les caractérisations employées par Weber pour nous faire détester cet industriel vont loin. Eh bien non, en fait, les 2 ou 3 exemples les plus emblématiques, ceux qui nous font poser question dans le film, sont vrais. Par exemple, effectivement, Marcel Dassault ne supportait pas les collaborateurs barbus et donc exigeait en général qu'ils se rasent la barbe. C'est arrivé avec un ingénieur hors pair de chez Dassault Industrie, mais dont Marcel Dassault a compris qu'il lui fallait à la fois composer avec lui, parce qu'il était tellement extraordinaire que s'il le lâchait, ça aurait été désastreux pour Dassault Industrie. Donc il fallait le garder, mais l'ingénieur, lui, n'avait aucune envie de se raser la barbe, et il disait « je reste avec ma barbe ». Et donc, alors le film ne va presque pas aussi loin, enfin le film va encore plus loin, puisque l'ingénieur est débarqué par Rambal Cochet, mais dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est une autre équivalence. Marcel Dassault a fait construire un ascenseur spécial pour ce collaborateur pour qu'il ne le rencontre pas quand il allait dans les locaux de son entreprise. C'est une folie. Enfin, on fait construire un ascenseur pour ne pas remarquer, pour ne pas voir la barbe d'un collaborateur. Et l'anecdote de la maison achetée cash à la condition que les propriétaires s'en aillent immédiatement et la maison achetée immédiatement, c'est une anecdote qui est vraie, c'est une anecdote qui est arrivée dans la vie de Marcel Dassault. Donc, c'est dire si méfions-nous de penser que le film exagère. Non, hélas, le film ne l'exagère pas. On n'a pas connaissance d'un fils de milliardaire qui a acheté un jouet sous la forme d'un être humain, mais on voit bien qu'un certain nombre de domesticité, et le film insiste là-dessus, le petit garçon tutoie tous les domestiques qui sont entièrement à son service, et au fond qui sont une sorte de vaste cour de récréation. Il est capable de les percuter quand ils sont avec un chariot, il leur fait faire n'importe quoi. Bref, ce petit tyran-là, au fond, il existe quelque part, évidemment, dans la vraie vie. Alors, tout ça pourrait donc, nous le répétons, être absolument tragique et faire un portrait de cet industriel Dassault absolument dramatique et monstrueux, mais il est porté par le burlesque, genre qu'adore et Francis Weber et Pierre Richard, et que effectivement Pierre Richard porte en lui. Vous savez que c'est un admirateur évidemment de Buster Keaton notamment, c'est-à-dire cette façon très physique de jouer le burlesque et les gags, d'être une sorte d'homme caoutchouc, capable de tomber, capable de se renverser, capable alors effectivement, en plus d'être dans un lunatique absolu, hein, d'être un grand blond avec une chaussure noire, etc. Bon voilà, comme il était là, il y a une référence à un moment puisqu'il perd une chaussure, mais dans le film de Weber, mais d'être effectivement tout le temps dans une sorte d'être un extraterrestre corporel, en quelque sorte, et d'avoir une plastique très particulière, très souple, qui permet tous les gags, ou presque, le gag étant voilà, fondé en partie sur la chute, hein, on le sait bien, et donc Pierre Richard est de ce point de vue-là l'interprète absolu du personnage, et il le fait avec un sens de l'effet très important, sachant que Francis Weber lui a demandé de ne pas jouer comique. Weber disait on ne joue pas comique dans un film comique. C'est-à-dire que la réussite aussi de l'alliance entre Richard et Weber, c'est d'avoir certainement restreint le travail de Richard, de l'avoir mis dans une sorte d'essentiel et de l'avoir dégraissé. Le propre, évidemment, du comique, c'est d'en faire trop. Le propre du gag, c'est de le surligner. Or, tout le travail de Francis Weber, c'est de rendre le gag à la fois le plus drôle, mais aussi le plus exigeant dans son déroulement, dans sa façon dans sa mécanique. L'exemple, par exemple, de la noix au restaurant face au
conseillers bancaires, aux banquiers, est tout à fait illustratif de ça. C'est quelque chose qui pourrait être étiré dans le temps, ça ne l'est pas, et ça repose sur un timing de gag, hein, une noix qu'on fait sauter en l'air, et il y a un yaourt qui se déverse sur le pantalon du banquier. Tout ça s'enchaîne admirablement avec une mécanique d'une précision absolue et qui aboutit effectivement au rire, mais au rire glaçant, au rire glacé. Il suffit de voir la tête du banquier pour ne pas le méconnaître. Il y a dans ce comique-là, dans ce burlesque-là, au fond, et je le répète, la claire comment dirais-je, généalogie d'un comique qui pourrait vraiment être revendiqué, enfin fait par Chaplin ou Keaton, par exemple, je pense, ou les Max Rother. Je pense à la scène incroyable du banquet en extérieur, où Rambalcochet vient visiter, inaugure une usine, et où il va tirer à lui la table d'un banquet et décaler chaque assiette de chaque convive pour donner un résultat qui est effectivement une folie, puisque plus personne n'a l'assiette qu'il était en train de manger, pour le simple plaisir, confort de M. Rambalcochet. Bon, or, c'est une scène qui, je crois qu'on peut le dire, chez certains autres scénaristes ou réalisateurs de comédie, aurait pu être largement étirée, avec différents gags pour différents plats, différents moments, les vers, etc. La scène chez Weber dure exactement le moment qu'elle doit durer pour ne pas donner l'impression au spectateur qu'on étire la sauce et qu'on allonge la guimauve. Là, vraiment, tout l'art de Weber est contenu dans cette scène. Elle dure exactement ce qu'il faut pour être à la fois très comique et très glaçante aussi sur la façon qu'a ce personnage, Rambalcochet, de pouvoir ainsi dominer son monde et de faire des choses qui sont absolument incroyables. Alors, il faut bien avouer que le film, comparativement à la filmographie de Francis Weber, au film qu'il avait écrit, et notamment le film d'Yves Robert, le film connaît un certain insuccès. Voilà, il faut le dire. Quand un insuccès relatif, une fois de plus, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un échec, mais disons que par rapport au succès rencontré, notamment par le film d'Yves Robert, il peut y avoir une certaine déception. Alors on peut essayer d'expliquer pourquoi cet échec, pour conclure, parce qu'un échec comme un succès est toujours éclairant, c'est toujours compliqué d'en donner les raisons d'ailleurs, mais peut-être un certain nombre de choses peuvent-elles être listées. D'abord, il y a le fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'est une attaque en règle contre la presse et les journalistes. Hein. Le portrait que fait Weber de ce journal, qui est tenu par donc un dictateur au petit pied, relayé par une sorte de dictateur lui aussi magnifiquement joué par Jacques François, je l'ai déjà dit, et avec derrière des journalistes qui n'en sont pas, enfin des gens vraiment qui découvrent d'ailleurs et l'éthique et la nécessité du combat, etc., quand ils se font licencier, mais pas avant. Véritablement, c'est un portrait de la presse qui n'est pas très flatteur. Donc là, il est possible que la presse ait un petit peu mal pris ce coup de pied de l'âne et l'ait fait un peu payer à Francis Weber. Je crois aussi que le film, il faut le dire, met le spectateur dans une position d'intranquillité. Or, va-t-on voir une comédie pour être intranquille? La question se pose. Va-t-on voir un divertissement pour être secoué à ce point-là? Va-t-on voir un divertissement pour se demander si, mis dans cette situation chômage ou humiliation, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on privilégie, etc. Je ne suis pas certain, le film y insistant beaucoup, je ne suis pas certain qu'effectivement les spectateurs de l'époque aient été dans cet état d'esprit-là et qu'ils aient finalement bien reçu ce qu'on leur demandait de concevoir. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, peut-être
une forme sinon d'incapacité, du moins de difficulté du cinéma français à accepter pour lui-même ce qu'il adore chez les autres, c'est-à-dire par exemple que le jouet pourrait être, sous la forme d'un sketch, mais après tout, pourquoi pas, pourrait appartenir au sublime film de Dino Risi, Les Monstres, film italien de la grande période de la comédie italienne, écrite par Hadj, Scarpelli, Scola, etc., et qui se délectait d'inventer ce genre de situation, où effectivement, comme le titre du film l'indique, il s'agit de montrer la monstruosité quotidienne, la monstruosité banale. Le jouet s'inscrit dans cette veine-là. Or, il est possible que, quand ça vient du côté français, on y soit moins sensible et qu'on tresse des éloges et des louanges, notamment aux Italiens, de cette veine sociale corrosive, de cette façon rentre-dedans de parler de la société, et ça soit moins bien perçu quand il s'agit italienne, quand il s'agit d'un Français parlant de la société française. C'est possiblement aussi cet obstacle est là. Autre chose, évidemment, le mélange entre le comique et le tragique, parfaitement assumé par le film, qui oscille entre les deux, qui fait que on est en train de rire et puis le rire se fige, où on est en train d'être ému et puis un gag arrive. Ce mélange, une fois de plus, fait avec énormément de grâce et d'intelligence par Weber, il est possible qu'il ait été déstabilisant pour le spectateur de l'époque. Alors, désormais, je crois qu'on peut dire que le film est un classique, et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a parfaitement théorisé si je puis dire, ce passage d'un statut à l'autre, en quelque sorte, d'un petit succès commercial, mais modeste, à un statut de film vraiment culte et très référencé. C'est l'acteur Michel Robin, qui vient hélas de nous quitter, qui joue dans le film ce domestique qui a le malheur de croiser avec son chariot rempli du déjeuner de Perrin, qui a le malheur de croiser le fils de la famille et au volant de sa voiture dans les couloirs de l'hôtel particulier. Tout est renversé. Robin, le domestique s'excuse, hein, évidemment, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il joue le jeu qu'on lui demande de jouer, c'est-à-dire de répondre à un contrôle de police, de tendre ses papiers, etc. Et puis, vient le moment où, hors de la vue un petit peu du jeune garçon, placardisé par Perrin comme s'il le mettait en prison, le domestique a un incroyable geste de reconnaissance à l'égard de Perrin. Il lui serre la main et il a un regard d'une bienveillance et d'une reconnaissance absolue, comme si la placardisation du petit garçon vengeait des années et des années d'humiliation de ce domestique. Là aussi, c'est une scène qui dure exactement le temps qu'il faut qu'elle dure, pas plus, pas moins, mais qui dit énormément de choses. Et bien des années plus tard, Michel Robin reconnaîtra avec beaucoup à la fois d'intelligence, de lucidité et de modestie, qu'à l'époque, en ayant lu le scénario, il a cru qu'il jouait dans une grosse et bonne farce. Et que même en jouant cette scène-là, mais qu'il a bien compris en revoyant le film, et notamment cette scène-là, qu'il n'était pas du tout dans la farce, que selon lui, et je crois qu'on peut lui donner raison, c'est le meilleur film de Francis Weber, auteur et réalisateur, précisément pour ces moments-là, précisément pour ces moments de grâce absolue, pour ces moments où le rire est au bord des larmes et les larmes sont au bord du rire, et où Weber excelle dans cette façon. C'est certainement le meilleur film de Francis Weber, et c'est Michel Robin lui-même qui le disait après avoir participé à ce qu'il pensait être juste une grosse farce, et qui se révèle au fil du temps, au fil des années, un implacable portrait de la nature humaine, qui fait de Francis Weber un observateur aigu, acéré, exigeant, et qui, je crois, continue bigrement à nous parler. Merci beaucoup, Laurent Delmas.
Merci Aurélie. C'est vraiment très intéressant et je suis très contente de vous avoir écouté et j'espère que nos auditeurs prochains voilà, pourront Je l'espère aussi. prendre du plaisir. Bon. Merci.